Merci d'être venu, franchement. Après, on est là, je suis là avec une partie de l'équipe, avec Nadine Verdier et Bruno Berbas, grâce à qui on a pu extraire de cette énorme pieuvre d'images, d'interviews. Il y a Stéphane, nous, qui est encore une fois à la caméra et qui, quand il va nous rejoindre, a fait l'image et le son du film. On a vraiment fait ça dans l'esprit de l'époque, en vraiment do it yourself. Et vous en faites pas, je ne me crois pas au César, mais dans les remerciements quand même, il y a Dobrila Diamantis, qui est la dame qui dirige et qui programme ces séances-là, les séances découvertes, qu'on va fatalement voir parce qu'en général, elle arrive, elle a la tâche ingrate de nous virer de la salle pour qu'un autre film démarre. Elle fait un travail étonnant de défrichage. On peut dire que tous les films différents, un peu pirates, ovnis, pas consensuels, fragiles, passent aux découvertes. Avant qu'on continue avec ma chouette équipe et puis vous, peut-être vous avez des questions, des remarques, je sais pas, envie de réagir. Est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'il y a encore un mouvement qui perdure à l'heure actuelle de ce qu'on vient de voir? Écoute, c'est une bonne question. En fait, le 25, dans 9 jours, on fait un débat sur le thème Pirater Paris, point d'interrogation. Et il y a le fils d'un copain qui a 25 ans et qui fait partie d'un collectif. Je ne sais même plus le nom du collectif, ils sont très très discrets et ils ont réussi à faire une mini fête sauvage en plein Paris en mai, dans l'ancien garage Mercedes. Et ce qui était génial, c'est que donc ils ont 23-25 ans, ils avaient carrément fermé le sound system. Donc en fait, tu pouvais pas, on pouvait pas confisquer le matériel. Et aussi, ce qui était assez jouissif, c'est que les flics ne pouvaient pas rentrer parce qu'ils avaient condamné l'entrée. Et on sortait vraiment comme pas de cash avec le tunnel de la Défense. Ils avaient creusé une espèce de souricière et on glissait par une espèce de toboggan. Où en gros, si tu fais plus de 80 kilos, c'est impossible, quoi. Et les flics attendaient dehors. Ils ne pouvaient pas rentrer. Donc il y a eu ça. Je sais pas si tout. Il y a Aladdin. Il y a Aladdin, il y a des choses qui existent encore. Ouais. Voilà. Le pipi caca, le poney club. Un nouveau truc qui vient de se faire, qui sur des endroits qui s'appelle Slow is the New Fast. Voilà. Parce qu'au départ, les mecs, avec l'électro à la fin des années 80 en Belgique, ils prenaient des 45 tours qui passent en 33, plus 8%, des choses comme ça. Donc il y a des mecs qui ont monté un petit collectif, un pote à moi, là, et ils cherchent des trucs, ils ont déjà fait 2-3 fêtes, et ils veulent monter en puissance. Mais bon, ça balbutie. Il y a le poney club, le pipi caca, Aladdin, oui, qui organise des trucs. Il y avait un le piquet en dessous de périph'. Le Vegan Pony, qui est un restaurant à Port d'Aubervilliers, qu'on soupçonne de faire des afters un peu louches derrière. Mais c'est quand même c'est quand même très récupéré maintenant. C'est devenu ce type de truc un peu underground, ça fonctionne très bien, donc c'est devenu un business. Il y a des lieux comme le Grand Zéro, le Grand Contrôle, qui sont temporaires, mais on est plus dans l'hétéronomie permanente que dans la tasse, quoi. En gros, c'est devenu un business quelque part, et cette réunion et ce crossover, on le retrouve de moins en moins. Enfin, de mon point de vue. Mais il se passe des choses, oui, ça reste. Avec Internet où tout est super voyant, il y a des gens qui font encore des choses de façon assez souterraine. Il y a Bernard aussi qui est dans la salle. Bernard qui est au fond, donc Bernard Invaders, qui a fait des soirées qui ont marqué énormément de monde et qui a un talent inouï pour ouvrir des lieux. Tu continues à le faire. Par moment, en ce moment, je suis calme. Mais voilà. Montreuil. Toujours Montreuil. Moi j'ai envie de. Ouais, parce que Le retour c'est la ville la plus permissive qui est autour de Paris, quoi. Voilà, permissif. Un peu comme la Suisse, on est un peu plus tranquille, quoi. On vient pas te casser les couilles parce que tu fumes un joint. Alors que dans certains squats, je me suis quand même fait virer parce que je fumais un joint, quoi. On a vu une pub de l'armée avant le film. Je veux pas dire, mais là, tu vois, on est quand même au top du top. Moi, je connais un petit bar. Il s'est fait fermer l'été dernier, mais
l'arbre Michelet, juste derrière l'Albatros, là. C'est là que tu parles de la comédienne. Ouais. Ça marche toujours. Hein. Ouais, ça marche toujours. T'inquiète. Mais bon, comme quoi, des fois, ils sont pas tout le temps. Tiens, bah, il y a Patrick, j'accueille aussi Patrick Rognon qui a traversé l'écran. Voilà, on a deux des activistes, acteurs de film dans la salle. De bout en bout, il y a Bernard au fond et Patrick qui est là. Bah, je peux te reposer la question qu'on m'a posée, qui est intéressante, c'est est-ce que, d'après toi, cet état d'esprit perdure? Est-ce qu'il y a des lieux du type de ceux qu'on a vus dans le film, quoi? À première vue, sur Paris, je ne pense pas. Peut-être aussi parce que Paris est une ville très chère, qui est en voie de gentrification, et donc là maintenant, bien sûr, il y a encore des gens qui bougent, mais à petite échelle, pas ce qu'on a vécu. Mais Paris a toujours eu cette difficulté. Je pense qu'on a vécu quand même un moment de folie, comme il y en a eu d'ailleurs dans le passé. Au début des années 90, on a profité, je ne sais pas, d'une faille dans le système pour réussir à faire des fêtes pas chères, accessibles à tout le monde. Mais ce sera beaucoup plus dur, comme on peut le voir dans le futur, tout simplement à cause des prix de l'immobilier et de certaines autres pressions, comme l'état d'urgence, par exemple. Et aussi, il y a un truc tragique, enfin ouais, il y a la géolocalisation. Par exemple, j'ai un ami qui m'a raconté un truc que je trouve tragicomique, qui est qu'il avait repéré un terrain vague à Fontenay, et il voulait faire une fête, et une semaine après, hop, c'est Google Maps, Fontenay, le terrain vague, il est localisé, géolocalisé. Bah, évidemment, c'est plus possible. Mais en vérité, aujourd'hui, c'est la première rencontre qui est plus avec l'équipe, parce que pour ceux qui arrivent maintenant, bah, de même qu'à l'époque, ces jeunes gens sont fédérés pour faire des fêtes, et que comme dit Basile en parlant de fantômes, il y a Gwen de fantôme qui est là aussi. Voilà. Seul on ne peut pas y arriver, à plusieurs on peut. Moi c'est grâce à Nadine, et Bruno pour le montage et Stéphane pour le tournage que le film existe. Mais pour revenir à cette question qui a été posée, bah, quand je dis nous, l'équipe, vous dans la salle, c'est des questions qui nous intéressent. Et c'est pour ça que je profite de ces rencontres, pour qu'on se pose des questions. On n'aura sûrement pas de réponse, mais des pistes. Ouais, vas-y. Moi, je ne sais pas si on peut comparer les deux époques. Il y a dans le film un truc que moi j'ai vécu quand j'avais 20 ans, que je faisais les fantômes, qui moi me semblait évident. C'est qu'en fait, ce qu'on vit là maintenant comme un quotidien du numérique, c'était le départ. 1986, une marque d'électronique Akai fabrique un truc qui s'appelle le sampler, qui s'appelle le S600. À partir de ce jour-là, la démocratisation de la fabrication de la musique s'est faite. C'est-à-dire qu'on n'était plus obligé d'aller à Mixit Studio ou dans un studio pour faire quelque chose. Évidemment, ça coûtait de blinde. Mais il y avait toujours quelqu'un qui avait un sampler. Pour moi, la techno, le rap, quelque part, une partie en tout cas, est née par cette techno. 89, le mur de Berlin tombe. Démocratisation quelque part d'une sorte de truc qui est nouveau. 92, Maastricht, on peut voyager en Europe avec une carte d'identité. Et je peux vous dire que les teufs, on en a fait, mais sur toutes les teufs qu'il y a eu en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en Espagne, en Italie, en Suisse, et des teufs en Suisse hallucinantes. Pour moi, ça a fait participer à une démocratisation. Enfin, en tout cas, mais c'est parce que j'avais 20 ans, donc j'avais les yeux d'un mec de 20 ans, donc pour moi tout était beau aussi. Et là, à l'heure actuelle, je ne sais pas si ces ingrédients qui sont supra-artistiques, c'est-à-dire ça n'atteint pas le monde artistique, mais pourtant, quelque part, dans la tête de chacun, il y avait une sorte d'espoir. Tout le monde avait... il y a des choses qui sont très vraies dans ce film. Sur le fait que tout le monde croyait qu'il allait pouvoir être DJ, organiser une teuf, il y avait vraiment ça. C'était possible. Ça a marché comme ça, je pense. Parce que une mixture d'époque peut-être. Mais encore une fois, moi j'avais 20 ans, il y avait des gens qui organisaient qui avaient 30 ans, qui étaient plus âgés. Pour moi, Pas de Cash, c'était la génération juste avant moi. C'est-à-dire que moi j'ai entendu parler de Pas de Cash à la Nuit des Clans, j'ai bossé comme Rodiz. C'était une découverte. Et puis voilà, donc si tous ces jeunes de 20 ans, parce que
voilà, il y avait une sorte de vague de gamins. Hein. On avait 19-20 ans, Basile le dit très bien, Point Trip, il dit on avait 19-20 ans. On a réussi à faire des trucs avec 3 bouts de ficelle, 2 cordes, et réussir surtout à faire venir des artistes connus de l'étranger. Des gens qui on n'est rien, ne connaissent pas. On leur dit voilà, il y a une teuf, on veut mettre le budget dans l'artistique parce que ce que Cyril DJ Ottoman a dit, c'est lui qui sélectionnait avec effectivement Manu, avec Basile. Ils arrivaient à faire venir des pointures en France alors qu'on était à rien. Et ça, pour moi, c'est cette démocratisation. Tout ça, ça tournait. Et je ne sais pas si maintenant, dans la structure qu'est cette société, il y a cet élan. Voilà. Moi, je pense que oui. Pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est vrai que c'était une époque particulière, parce que c'est aussi la sortie des années 80, où comme Patrick qui est dans le film, ou d'autres l'ont très bien dit, il en avait marre de cet élitisme, de ces clubs où il y avait, le physio, enfin, c'est pas une légende, le physio qui dit toi oui, toi non, où c'est le règne du fric, et c'est un moment où ça explose. Moi, j'ai l'impression, mais ça, c'est vraiment, je le soumets à la cantonade, qu'on est à une époque où c'est tellement... comment dire, où la situation est tellement catastrophique, pour ne pas le citer, avec cet état d'urgence qui fait que aucun contre-pouvoir n'est possible, j'ai l'impression que c'est maintenant, plus encore qu'il y a peut-être 5 ans, que ça peut reprendre. Alors il n'y a pas les mêmes moyens de communication, Internet a ouvert des portes et aussi... qui dit ouverture de porte, il y a aussi des obstacles dans les couloirs qu'a généré Internet. Mais moi, je pense que c'est possible. Je ne sais pas comment, mais je pense que... Et ça ne sera évidemment pas pareil, parce que ce n'est pas la même époque. Mais je pense qu'on a besoin d'espace de liberté et que... on l'a vu avec Bernard et d'autres gens de l'équipe. La première projection que j'ai faite d'Extase, j'ai eu la chance de le faire dans un squat qui n'existe plus, qui est un endroit absolument magique. Ouais, j'arrive après pour la question. Tenu par une équipe formidable, Chatatam, et c'était un hôtel particulier en plein 16e, avec des gens formidables qui sont dans l'ombre, qui font du son, qui posent du son depuis 20 ans, qui avaient réquisitionné l'endroit en le retapant. Ils ont même redonné une vie à cet endroit et on l'a passé là-bas. Enfin, je veux dire, ça existe, mais c'est de plus en plus dur, quoi. Je ne sais pas ce que... Tu voulais poser une cette question ? démocratisation. C'est-à-dire que moi, ce que je trouvais intéressant à l'époque, c'était le fait que tu rencontres quelqu'un qui a découvert ça il y a 2, 3, 4 mois et il s'investit totalement. Il a l'impression, mais n'importe qui, c'est-à-dire pas un spécialiste, pas un... voilà. Ça va être le chauffeur-livreur. Moi, j'ai connu à l'époque, on allait finir nos teufs à mixer des images à MCM. Square Saint-Philippe-du-Roux, il y avait Pierre Herman qui nous ouvrait les portes. Tout est mélangé, le professionnel, la teuf, la défonce, tout ça tournait dans une sorte de grande marmite. Et j'ai pas la sensation que le côté mix, le côté comment dirais-je, métissage, soit comme l'a dit Patrick, la spécialisation. Enfin, il y a quelque chose qui après c'est figé, voilà. Mais tu sais, c'est dans tous les mouvements musicaux, hein, des années 70 aux années 80, il y a une petite période où tout est nouveau, tout le monde est très enthousiaste, et tout le monde a beaucoup d'initiatives, donne beaucoup de son temps, et puis après ça se professionnalise et surtout les gens sont blasés, quoi. Ouais. C'est pas une recette qui est éternelle, hein. Mais ce qu'on peut voir en ce moment, c'est qu'on a un peu le même genre de pression qu'au début des années 90, c'est-à-dire après une période de crise économique intense. À cette époque, c'était aussi le sida. Là, il y a de nouveau une période liée au terrorisme. Déjà, à l'époque, il y avait un peu de terrorisme aussi. Et les gens, dans ces périodes-là, et que même dans les périodes de guerre, ont toujours besoin de s'amuser. Donc on peut avoir espoir. Et il faut savoir qu'en ce moment, pour s'amuser, ça coûte très cher. Il faut voir le prix des parties. Je ne sais pas comment les jeunes font pour assister à certains événements. Donc je pense qu'à un moment donné, ils vont vouloir continuer à faire la fête, mais moins cher. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est parce que c'est vrai que même nous, Quadra, Quinca, on est choqués par les prix
Non mais c'est vrai, la plupart du temps, quand tu sors, c'est aberrant les prix. Tu as vraiment l'impression d'être pris pour un con. Et c'est vrai que des gens de 20 ans... Ouais, mais c'est quand même moins cher qu'il y a 20 ans. Hein. Ouais, vraiment? Ouais. Oui, oui. Tout dépend de quoi. Par exemple, je trouve qu'en fait, je reviens un peu ce que vous avez dit. Il y avait un espèce d'engouement, la partage avec la musique. C'est-à-dire, en fait, on pouvait très facilement aller faire un after chez le DJ. Il n'y avait pas de starification. C'est-à-dire, c'était accessible et c'était pas cher. Je me souviens encore, c'est ce que je disais à Camille. Je sortais avec 100 francs vendredi soir. Lundi matin, je rentrais. Et alors qu'aujourd'hui, par exemple, je vais citer un DJ connu comme Kerry Chandler, qui passait souvent à Respect. Je me souviens, j'avais payé l'entrée avec une conso, c'était 120 francs. Alors maintenant, pour écouter Kerry Chandler, par exemple, à la Concrète, il faut payer 30 €, avec une bière qui coûte 15 €. Je suis très content pour Kerry Chandler, qui fait beaucoup de fric. Mais c'est vrai... Dans les concrètes, une usine africaine. Voilà, voilà, pour dire que quand tu sortais dans une rave ou dans un club comme Rex ou Respect, où souvent, de copains, j'ai jamais payé d'entrée, où c'est vrai, les gens, on n'avait pas besoin beaucoup d'argent pour sortir, pour écouter de la bonne musique, pour danser avec des gens qu'on ne connaît pas. Ces choses-là, c'est vrai, peut-être dans chaque décennie, il y a un mouvement différent, c'est-à-dire à partir de 2000, j'ai vu arriver, avec tout le marketing des choses, comme ce qui s'était passé autour du Palace au Bain-Douche, il y a eu des boîtes de nuit comme Baron, etc., qui ont commencé à tuer justement cette énergie qui existait, et que maintenant, ce que tu dis, Zanae, et que maintenant, je vois encore des jeunes d'aujourd'hui, de 20 ans ou moins 30 ans, qui n'ont pas connu ce mouvement-là, et qui ont absorbé tellement d'informations sur Internet et qui écoutent du très bon son. C'est-à-dire, nous, dans notre époque, il n'y avait pas d'Internet, donc la seule chose qu'on pouvait faire, aller à la FNAC, tester tous les CD d'un copain qui passe une cassette, écouter Nova Mix ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, tous ces jeunes, ils sont pas nostalgiques, mais ils rêvent de créer ce genre de mouvement. Donc, je pense que c'est possible. Mais après, c'est vrai, moi je me pose des questions par rapport à une époque aussi sombre, avec le terrorisme, etc. Et qu'aussi avec du marketing aussi fort, c'est-à-dire maintenant la sortie, c'est une manière de consommer. Alors, à mon époque, je ne sortais pas pour consommer un produit ou une marque, etc. etc. Donc c'est vrai, je me pose des questions à 40 ans aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, comment ils envisagent de créer ce type de mouvement avec déjà ce qui est déjà trop bien installé. Moi, je ne suis pas dans la tête d'un jeune de 20-23 ans, mais c'est pour ça, et ce que mon film dit, moi je prends le retour à l'invisibilité, à une forme d'invisibilité. C'est-à-dire que là, ça va très très loin. Moi, je trouve ça à la fois terrifiant, drôle et fascinant ce qui se passe avec les réseaux sociaux et tout ça. Les gens sont invités à se mettre en scène de façon délirante, quoi. Déjà, je veux dire, c'est parlant, quoi. Une sortie, c'est devenu un événement, quoi. Non, mais un événement. Et les gens se sentent fiers juste de dire qu'ils vont participer à un événement. Bon, après, il y a toutes les photos, la pub qui est faite autour. Donc, il y a ça. Il y a le fait que même des gens super intelligents et super évolués et débrouillards, et je parle pas des petits jeunes, hein, des gens de ma génération et tout, on est devenu ultra, notre passivité a été encouragée jusqu'au dernier, je vois pas comment on pourrait être plus passif. Quand vous êtes invité quelque part, où vous avez le plan, le Google Maps, vous pouvez regarder le truc et voir absolument tout le quartier. Vous pouvez voir si le quartier vous paraît safe ou pas. Est-ce que je vais aller dans ce quartier-là? Alors après, deuxième risque, s'emmerder. Vous pouvez écouter toute la musique du mec. Pas de chance, si vous tombez sur un morceau qui ne vous plaît pas, vous n'y allez pas. Vous pouvez voir qui y va. Non, mais c'est vrai que... Moi, je trouve ça dingue, mais nous, on a connu autre chose. On a connu la spontanéité. Voilà. Du coup, et le mystère. Et le mystère. On ne savait pas tout à fait ce qu'on allait trouver. Même au niveau musique.
Mais ouais, je veux dire, c'est en se perdant qu'on trouve, enfin je veux dire, c'est intéressant de s'égarer, quoi, pas d'aller clé en main un truc. Et du coup, c'est une question que je me pose, alors c'est con, on est une assemblée très sympathique, mais je vois pas de vingtenaires dans la salle, mais ils vont venir. Est-ce qu'ils n'ont pas justement de même que nous, t'as 20 ans 21 21 bravo. Non mais la question mais moi aussi nous tous, on a même moins, mais non, la question que je me pose, que je vous pose, par exemple, voilà, moi j'ai 45 ans, j'ai pu fantasmer, j'ai commencé à sortir, à aller voir des concerts New Wave fin 80, j'ai fantasmé sur des soirées que j'ai pas connues, j'aurais aimé aller à l'Acide Rendez-vous, à l'Opéra Night. Bon, non mais non mais voilà, on peut dire que j'ai eu la nostalgie de ce que j'ai pas connu mais que j'ai frôlé. Est-ce que les petits jeunes, les vingtenaires, est-ce qu'ils n'ont pas justement la nostalgie de ces 90s c'est pas que la nostalgie, c'est trop cher. Mais pas que. Il y a plein de trucs qu'il n'y a plus aujourd'hui qu'il y avait il y a 20 ans, quoi. Bien sûr. Nos libertés sont quand même vachement réduites. Allez-y. Les bars fermés, je montrais il y a pas très longtemps, je garde dans mon portefeuille un vieux flyers du Space au Rex, et je montrais ça il y a quelques temps à une fille qui va à toutes les weather, enfin voilà, qui est tous les dimanches en after et tout ça. Et, elle était, ah ouais, t'as connu ce moment-là, et tout. Enfin, elle était vraiment, on sentait qu'elle avait envie de revivre quelque chose comme ça, quoi, qu'il y a une sorte de paradis perdu un peu, quoi. Alors je sais pas, peut-être qu'il s'allume, elle va dans des très grosses fêtes et tout ça. Ouais, mais tu vois, les très grosses fêtes, maintenant, elles sont faites, et ça, on l'a bien dit dans le film, c'est fait avec l'assentiment de tout le monde. La Nostromo, dont on parle des fantômes, parce que je ne parlerai évidemment, désolé, que de mon expérience, parce que c'est limite à ce que j'ai ressenti. Mais on l'a loué à Pasqua, le lieu, on lui a mis comme ça. Je disais, on lui a loué, en fait, on cherchait un lieu, évidemment, parce que ce qui est bien dit dans l'histoire, c'est qu'il y avait des zones de friche à Paris. Hein. Et ça, ces zones de friche, on les guettait. C'est-à-dire que moi, je me baladais en scooter avec un pote, et on allait chercher l'endroit qui pourrait être potentiellement le truc. On tombe sur le lieu de Nostromo, on voit marqué scène 92, direct habillé comme des chapacans, quoi. On y va, on dit on veut faire une fête polyartistique pour commémorer les lieux industriels, machin, mais qui nous signe, il nous ça pour une misère. On y reste un mois, et pendant un mois, on était 10 au début, on était 300 à la fin à faire le truc. On fait la teuf, et évidemment, Santini se réveille le jour de la teuf, il y a 3000 personnes sur le devant de l'espace, donc en fait sur une voie express, hein, celle qui est les quais. Il ouvre. Ça maintenant, les mecs, dès le départ, ils le sentent arriver. Hein. C'est-à-dire que c'est fini le coup de tiens, salut, je te la mets par derrière, ça marche plus. De toute façon, c'est normé, c'est-à-dire que l'acquis de l'expérience a fait que moi je suis affolé quand je vois en fin de compte qu'il y avait la preuve qui était sur le dos. Nous les fantômes on a arrêté pour une question de c'était plus possible. C'est-à-dire qu'on faisait pas de thunes, on foutait tout le bûche dans les musiciens, dans tout ce qui était artistique, et on se faisait taper dessus à des forces violentes. Et en plus on avait convaincu, parce que l'histoire de Fête et Rêve c'est juste organiser un événement. C'est-à-dire qu'en fin de compte c'est ramener plein de gens au même endroit, quoi. Et ça il fallait convaincre des gens de nous faire du son pas cher, de la vidéo pas chère. Il y a des tas de gens qui ont dit, qui étaient patrons de boîte. Hein. Ah ouais, ça m'intéresse. Ah ouais, c'est délire. Vas-y, mon matos, je te le fais à 50%. J'ai vu des tas de gens qui ont des grosses boîtes. Hein. Tout ça. Et cet engouement, c'était donc voilà, les politiques qui comprenaient que dalle, les gens quand même qui mettaient du leur, et le public qui était actif. Ça, c'est su, et je ne sais pas, j'ai l'impression que tout est... D'abord, toutes les marques se sont emparées du jus, hein, pour essayer de faire de l'événementiel autour de leur marque. Enfin, c'est hallucinant, maintenant, il n'y a pas une seule marque institutionnelle qui n'a pas le truc qui va bien. Voilà, je ne sais pas si le retour en arrière est possible. Enfin, c'est comme quand on a connu le téléphone portable. Après, on ne sait plus s'en servir.
Le problème, c'est que l'État policier était débordé aussi. Quand il y avait des événements, ils ne savaient pas du tout comment faire pour arrêter, alors que de nos jours, maintenant ils ont l'expérience, ils savent comment bloquer un son, comment arrêter. Oui, ils ont créé une brigade anti-rêve. Ouais, c'est une très longue Ils ont une expérience. Juste, excusez-moi, de notre côté, de leur côté. je vois notre bienfaitrice Dobrella, donc qui a le rôle de passer ces films rares. Venez 2 secondes et de nous chasser de la salle. Parce que c'est une salle de cinéma avec des films qui se succèdent. Je voulais juste que vous veniez saluer mes amis, les spectateurs qui sont par définition des amis. C'est grâce à Dobrella qu'on est là. Oui, juste une dernière question. Tu veux le micro, ça va? Non, ça va aller. Ok. Il y a 2 questions. Oui, exprime-toi. Ouais. La liberté est toujours possible, mais dans différents endroits. On va arrêter les clubs, le business. Bien sûr. Les catacombes, les carrières. On retourne en arrière. On faisait pas des soirées champignonnières. C'est ce que je pense Et aussi. donc, moi, j'organise des soirées en carrière, gratuitement, avec toute l'énergie que j'ai et de mes amis. Et on organise des putains de soirées, gratuitement, dans les carrières, dans les catacombes. Et c'est pareil. Mais encore plus, même. Yes. On vient de voir après, on peut aller au café après. Il y avait Martine aussi qui avait une question. De dire que comme ce podcast a disparu, il verra jamais le film. Ben, écoute, alors Pas de cash, c'est aussi romanesque dans la réalité que ce que vous avez vu. J'avais donné à Dan. Dan, c'est le jeune homme qui est assis devant le jukebox, qui est vraiment l'allié de Pas de cash, un DVD, il y a 1 an. Alors j'étais emmerdée parce qu'il n'y avait pas encore le montage son, l'étalonnage. Il devait aller en Israël le voir. Mais le DVD a été détourné par Charlie, dont on parle un peu dans le film, qui a l'air encore plus terrible que Pas de cash. Et j'ai eu un coup de fil de Charlie, et une des premières choses qu'il m'a dites, c'est ouais, le mec là, dans le punk hardcore, il était pas là, c'était un imposteur. Sauf que pas de chance, je l'avais connu à l'époque, donc je dis non. Et pour finir l'histoire, il devait y avoir un ami qui allait en Israël là voir Pas de cash, mais non. Et je voulais l'appeler parce que je voulais lui dire que le film passe. Je ne l'ai pas eu en ligne depuis octobre, non, plus longtemps. En fait, à un moment, elle ne répondait plus à mes textos et je me demande, et quelque part, je trouverais ça merveilleux, hyper cohérent par rapport à Pas de cash. Je me demande s'il n'a pas changé de numéro ou même lâché le portable. Il était déjà très fier de ne pas avoir d'ordinateur et Internet. Donc après tout, il est plus à ça près. Il est complètement invisible. Complètement. Mais des rabbins qui prennent des extras en Israël pour des fêtes religieuses, je ne dis pas que c'est monnaie courante, mais ce n'est pas rare. Ce n'est pas aberrant. Les soldats aussi qui prennent des extras. Non, parce qu'il ne faut pas comprendre que tout Israël est touché. Je me souviens qu'ils avaient, pour rassurer les autorités, il y a une dizaine d'années, ils avaient fait un festival No Drugs, et il y avait tout Israël complètement défoncé à ce festival. C'était incroyable, sur toutes les collines. Mais je crois que c'est aussi leur situation particulière, les Israéliens, qui cause ça. Gros producteurs de trans qui vont beaucoup en Inde.